Oui, je vais rebondir sur le dernier propos d'Arnaud. Ils ont, bien sûr, ouais, l'histoire dit possible. C'est pas sûr que ça devait se passer comme ça. Il y a eu un conflit, un rapport de force qui s'est joué, trahison à l'appel. Et avant, les jeunes historiens qui reprennent ça par rapport à l'expérience espagnole, aussi Nathalie Jamon-Davis, ça fait 20 ans qu'elle propose de faire en général une histoire dit possible, contrefactuelle justement. Parce que aussi ce qui ressort, c'est que c'est toujours finalement la parole, l'écrit des vainqueurs. C'est dingue, parce que les mouvements autonomes espagnols, ouvriers, c'est vrai qu'il est aussi fort et en tout cas concomitant au mouvement d'autonomie ouvrière en Italie, que nous on a repris tardivement en 1974, mais l'autonomie ouvrière est née avant dans l'Assemblée ouvrière comme en Espagne. Et en Espagne, contrairement à ce que pense la masse des gens, le public, et ben, il y a eu en 68, il y a eu des 68 qui sont pénétrés malgré l'isolement qu'on disait de l'Espagne. Et la transition démocratique était féroce. Et probablement, il y a eu plus de morts en Espagne dans les années 70 qu'en France, en Italie ou en Allemagne. Oui, justement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a eu des fictions à chaque fois de la part des vainqueurs et des bourgeoisies. En Italie, la grande fiction, c'est les années de plomb, donc tout était horrible, il n'y a eu aucune expérience révolutionnaire nulle part. Hein, c'est un peu comment dire, ce récit anxiogène qui est proposé. En Espagne, c'est le récit de la transition pacifique. Et en même temps, moi, je me retrouve avec des articles de journaux assez marrants, entre guillemets, où on a dans la presse bourgeoise, notamment El País, pour ne citer que lui, des éditorialistes qui, dans les années 77-78, disent les ouvriers avec votre assemblisme, mais arrêtez tout, quoi. Là, on n'est plus sur la période du franquisme. Maintenant, il faut que vous cédiez la place aux syndicats qui sont les seuls légitimes pour faire valoir vos droits. Et en fin de compte, derrière, il y a la question de savoir le mouvement ouvrier, on le veut puissant, ou en tout cas, la bourgeoisie, elle peut l'accepter si elle ne traite que de droits économiques et salariés, mais dès qu'elle commence à politiser ses revendications et à exiger d'autres formes de système économique, social, etc., alors là, il subit une féroce répression. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Et quand moi, j'ai proposé cette première interprétation dans un séminaire, pour l'anecdote, quand j'ai commencé ma thèse en 2013, j'avais parlé de domestication du mouvement ouvrier. Et j'avais en face de moi des historiens qui m'ont dit mais les ouvriers ne sont pas des chiens, ils ne se domestiquent pas, vous dites n'importe quoi, mais retournez, ça a été très violent, très très violent. L'entrée en force des Européens dans le processus de la transition, la préparation de la transition et la transition vient d'un fait qu'on oublie de parler parce que là on dit que ça aurait pu se passer différemment, c'est que dans le pays voisin, le Portugal, il y a eu une révolution et ils l'ont vu et ils ont eu très peur. Et ils ont eu très peur qu'elle gagne l'Espagne. Et dès ce moment-là, la phase de la transition est dominée par le fait qu'il ne faut pas que ça pète en révolution. Donc on joue tous les jeux, un peu comme Macron le fait aujourd'hui pour les gilets jaunes, c'est-à-dire on utilise la violence, on utilise la désinformation, on utilise tous les procédés qu'ils ont entre les mains parce qu'il y a un réel danger en Espagne. En 74-75, il existe vraiment pour eux un danger révolutionnaire. C'est pas comme on ne parle pas de 68. 68, c'était très folklore à côté. Là, c'est des mouvements armés, c'est la possibilité de transformer l'oppression bourgeoise fasciste en espérance révolutionnaire. Et ça, ils le savent. La population, le grand côté populaire des assemblées autonomes, des assemblées dans les villages, les assemblées dans les villes, les assemblées chez les ouvriers, c'est de produire un esprit révolutionnaire qui les fait trembler, quoi. Effectivement, quand il dit maintenant, ouais, le mouvement autonome, c'est rien du tout, c'était quelques clampins dans son coin. Non, ils l'ont écrasé par la force et la manipulation. Et nous, on a échoué.
à transformer notre force populaire en révolution. Voilà. Parce qu'on ne fait pas, c'est pas nous qui faisons la révolution, c'est le peuple qui un jour descend dans la rue. Au Portugal, ça s'est passé. Il a fallu cette petite arrivée des militaires qui a déclenché la révolution en quelques heures. Et en Espagne, c'était possible. C'était possible. On le sentait viscéralement qu'on pouvait y arriver, quoi. Et on a été, bon, ben voilà, c'est aujourd'hui, on a les Grandes d'Espagne qui tiennent toujours les terres, on a toujours cette manipulation, que c'est un régime démocratique. Qui va le croire? Qui va le croire encore? Si je peux terminer sur une anecdote aussi d'un historien qui s'appelle Juan Garcés, il a travaillé, en fait, il a déclassifié toutes les archives de la CIA sur le Portugal et l'Espagne de ces années-là. Je m'en suis beaucoup servi. Parce qu'il montre que quand la révolution des œillets au Portugal a lieu en 1974, Kissinger est foudrage avec l'establishment américain et en fait commence à préparer ce qu'ils avaient fait au Chili en 1973, c'est-à-dire ils projettent un coup d'État purement et simplement au Portugal. Et Willy Brandt et le SPD allemand disent au secrétaire d'État américain que s'ils font ça, ils vont avoir toute l'Europe du Sud dans un processus révolutionnaire qu'ils ne pourront pas maîtriser. Et Willy Brandt lui propose à ce moment-là de créer des partis socialistes ad hoc. Et le Parti socialiste portugais a été créé dans un but contre-révolutionnaire, hein, enfin, comme j'ai envie de dire, comme il a toujours été de nature. Mais en Portugal, ça a été fait comme ça. Et du coup, ce modèle-là a aussi été exporté à l'Espagne. Et malheureusement, ça a bien marché. Bonsoir. Bon, je vais revenir un peu sur la question sur l'écriture et peut-être aussi sur un thème que je n'ai pas vraiment entendu aborder alors qu'il me semblait que c'était quand même aussi le thème du séminaire, à savoir la transmission de la mémoire des anarchistes espagnols. Ça, je ne l'ai pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant. Mais au passage, je dis quand même à Jean-Marc Rouillant que 68, c'était pas franchement folklore, vu que c'était d'abord une grève sauvage, générale, de 10 millions de travailleurs, ce qui me paraît pas relever du folklore. On ne l'a pas vu avant et on ne l'a pas vu depuis. Sinon, moi, je suis arrivé à Barcelone, où j'ai vécu pendant 3 ans, de 1977 à 1980. Je venais de Paris, donc de 68, d'une activité en 68 à travers les comités d'action lycéens, puis les comités d'action de quartier, et à travers un réseau qui a duré, qui datait des années 50 et qui a duré jusque dans les années, au début des années 70 jusqu'en 73, qui s'appelait Information Correspondance Ouvrière, et qui était un réseau où se retrouvaient des libertaires et des communistes de conseil, et en particulier des Espagnols, qui ne venaient pas de la CNT, certains oui, mais la plupart venaient du POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, qui est à tort considéré comme trotskiste. Donc je voulais dire que cette histoire de l'Espagne, elle se passe aussi ailleurs, évidemment, qu'en Espagne. La transition, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit sur la transition, sur sa violence, ne serait-ce que pour... Je garderai par exemple en mémoire un 1er mai 1977 à Barcelone où toute manifestation était interdite et où je ne comprenais pas pourquoi, dès qu'on voyait quelques flics, tout le monde se mettait à courir. Ce qui était utilisé à ce moment-là, et ça ne venait pas d'Espagne, ça venait d'Angleterre, c'était les balles en caoutchouc qui avaient été... la répression des manifestations à travers les balles en caoutchouc qui en fait a été mise en place par les Britanniques contre les Irlandais. Et c'est ça qu'on avait en face de nous. Et moi, j'en avais vu un peu plus d'une des manifs réprimées à Paris, mais ça, je ne connaissais pas encore. C'est en Espagne, à Barcelone, en 1977, que je l'ai découvert. Donc, si je reviens au fait que jamais il y a eu coupure de la communication entre ce qui a été appelé l'intérieur et le reste du monde, ça me paraît important. Les anarchistes espagnols, et pas seulement les anarchistes, puisque je viens de citer d'anciens militants du POUM,
mais ont toujours gardé des contacts. Moi, j'ai connu pendant 30 ans, ça veut dire jusqu'à sa mort, Diego Camacho à Belpass, qu'on voit dans le film qu'on a vu tout à l'heure, dans Les Moissons de la Révolte. Et Diego en 68, Diego, il a participé à 2 révolutions. En 1936, il avait 15 ans, 36 à 39. Et Paris, 68, il était ouvrier dans l'imprimerie. Mais en 68, il est retourné clandestinement en Andalousie, puisqu'il était andalou, justement pour montrer à son ami à ce moment-là où est-ce qu'il était né, où est-ce qu'il avait vécu. Donc tout ça, ça a continué. Il n'y a pas l'Espagne, les frontières, ça Jean-Marc l'a dit au début à propos de Toulouse, mais les frontières, elles se traversaient. Et la littérature révolutionnaire, elle se traversait aussi. Et donc il y a eu beaucoup de textes qui sont passés dans les 2 sens. Je sais que, par exemple, si on cite Victoria, il y a aussi le travail de gens comme ceux qui ont écrit le manuscrit trouvé à Victoria, et qui a été bien plus tard traduit en français. Mais donc, il faut comprendre ça. Il y avait ce va-et-vient permanent, cette information. Il y avait une information très grande par rapport à ce qui se passait en Espagne, et réciproquement. Et donc, je voulais souligner, et je termine là-dessus, l'importance de l'écriture parmi les anarchistes, entre autres espagnols. Un grand nombre d'entre eux, aujourd'hui, si on voulait additionner tous les livres qui ont été écrits par, je dirais, les intéressés eux-mêmes sur leur expérience, effectivement, sur leur vie, ça remplirait une bibliothèque complète. C'est incroyable tout ce qui a été écrit. Et en plus de ça, il faut signaler le travail de gens comme Antonio Telles, comme Abel Paz ou Diego Camacho, qui ont écrit vraiment beaucoup et qui ont continué pratiquement jusqu'à leur mort à vouloir transmettre tout cela. Et je dirais que ça se continue aujourd'hui. Il m'arrive d'éditer des livres. Récemment, j'ai édité un petit texte d'un ami qui s'appelle Freddy Gomez, donc c'est un fils d'anarchiste espagnol, de Fernand Gomez. Et Freddy, aujourd'hui, écrit, lui aussi, témoigne, par exemple, de l'exil, de ce qui s'est passé dans l'exil. Voilà, c'est un peu désordonné, excusez-moi, mais je voulais dire ça. Je voulais dire, juste, j'ajoute, il y a des collectifs qui se sont créés au début des années 70, qui existent encore. Par exemple, le collectif Etc. à Barcelone, qui continue à publier un bulletin qui s'appelle Correspondance de la guerre sociale et qui continue aussi à publier des ouvrages, des brochures, des livres, etc. Donc ça, c'est l'histoire d'un collectif qui a plus de 40 ans quand même. Merci. Je peux te dire que comme le MIL avait une maison d'édition clandestine, on a publié un recueil de textes d'ICO, justement, et de nombreux textes de communisme de conseil, de communisme de gauche et anarchiste, comme le Berneri. Une bonne référence, justement, parce que je suis en train de lire, il y a un livre très intéressant, si vous voulez avoir une petite approche du débat chez les anarchistes que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure, et je lis le Fontenis, Los Amigos de Durruti, c'est-à-dire l'organisation qui s'est constituée à la base au moment de mai 37, qui n'était pas d'accord avec la direction de la CNT, qui n'était pas d'accord avec la collaboration avec les gouvernements bourgeois et qui voulait créer une junta révolutionnaire, une junte révolutionnaire. Voilà, donc vous pouvez le trouver, j'espère qu'il n'est pas épuisé. Autrement, on en parlera à quelques éditeurs de rééditer ce livre de Fontenis, parce que je pense que le camarade Fontenis avait une approche assez correcte de cette époque-là. Juste sur la transmission des savoirs, donc un petit mot, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand Nicolas m'a posé la question sur l'écriture, c'est de voir qu'à partir des années 70,
on a beaucoup d'ouvriers en fait, qui sont désireux d'écrire sur les luttes en cours et passées, et qu'il n'y a pas simplement en fait, 2-3 spécialistes dans une commission qui écrit, mais que c'est vraiment un travail collégial et qui tourne en fait. Et beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières aussi qui n'avaient pas cette expérience de l'écriture se sont mis à écrire et se sont mis à transmettre les luttes. Et sur ça, je vous conseille aussi le documentaire Numax Presenta, qui est un documentaire sur l'entreprise Numax, qui est une entreprise autogérée par des ouvrières en 1979. En fait, elles ont donné une partie de leur caisse de grève à Joaquín Costa, donc, qui était un documentariste, pour filmer leur lutte en cours. Et donc, documentaire, pendant 1h30, en fait, on voit la lutte de ces femmes et se poser la question de comment appliquer l'autogestion au quotidien. Et en fait, tous les rapports de domination dans l'entreprise sont mis à plat. Ce documentaire est génial. Et c'est fait par les ouvrières et ouvriers de l'époque, et surtout ouvrières, en fait, parce qu'elles étaient plus nombreuses. Et sur ça, ensuite, sur la transmission du savoir, pour terminer, il y a beaucoup de bouquins qui sortent en ce moment en Espagne, écrits par des ouvriers qui racontent leur lutte. Et malheureusement, pour faire le lien avec l'histoire universitaire, c'est que c'est des bouquins qui sont très, très peu pris en compte par l'histoire académique. Ou alors quand c'est pris en compte par l'histoire académique, c'est de manière condescendante, vu comme une espèce de témoignage qu'il faut objectiver, etc. Patati patata. Et c'est bien dommage parce qu'on a tout un matériau là qui sort et qui prouve que les Espagnols, en tout cas ceux et celles qui sont issus des classes populaires, des classes ouvrières, ont un besoin de réécrire et de retrouver cette histoire du mouvement révolutionnaire et autonome. C'est très difficile d'écrire comme témoin. Ça paraît, ouais, t'as que mettre. Parce que finalement, on écrit avec les enjeux actuels. Donc, le témoignage, c'est un effort terrible de se replonger dans cette époque-là. Parce que si un ouvrier de Barcelone écrivait la grève d'Harry Walker aujourd'hui, son témoignage, il va être... il va être trop sur l'influence de la défaite, de la transition. Mais en même temps, il n'y a pas non plus de parole ouvrière pure qui reprendrait tel quel les faits. Ce serait même pas intéressant, je pense. Il faut chaque fois témoigner. C'est pour ça, par exemple, dans le documentaire, le livre sur Action Directe, que je présente 20 ans après de son écriture, c'est que c'est un texte qui a été écrit immédiatement après, avec nos idées, nos sensibilités de ce qu'on a vécu. C'est l'important aussi, parce qu'autrement, tu vas écrire... tu as des gens qui me disent, en 70, il y avait une CNT super forte à Barcelone. J'ai jamais vu un militant de la CNT à Barcelone en 70. Merci d'abord pour votre intervention, c'était super. C'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion, parce que vous avez parlé 2 fois de l'Allemagne. Et c'est vrai que ce week-end, j'ai parlé à un ami et qui m'a dit qui m'a rappelé du coup qu'en Allemagne, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'épuration nazie et que du coup, en vérité, il y a encore plein de gens qui ont fait partie du parti nazi qui ont ensuite gouverné et du coup, le fascisme nazi est encore vraiment présent en Allemagne. Du coup, c'est vrai que ça montre une espèce de similarité avec l'Espagne franquiste. Je vais te dire que le juge qui a condamné à perpète le premier groupe de la RAF était un ancien SS. Et je peux te dire aussi que celui qui a condamné Salvador Puig Antich au garrot a terminé sa vie comme avocat. Il est toujours vivant. Et il est invité sur les plateaux pour expliquer sa conception de la justice alors qu'il siégeait président d'un conseil de guerre franquiste en 70 à Barcelone. Ils ont peur de rien. La seule nuance qu'on pourrait apporter, c'est qu'en Allemagne, il y a eu, à travers les procès de Nuremberg, ce qu'on a appelé la dénazification. Donc du coup, il y a quand même eu quelques hauts fonctionnaires, etc. Mais en gros, c'était propagandistique, c'était pour montrer que oui, il y avait un travail de dénazification. Mais en gros, oui, les hauts fonctionnaires sont restés au pouvoir. La différence, c'est qu'en Espagne, il n'y a même pas eu ça.
Il n'y a même pas eu de commission vérité et justice, comme il y a eu par exemple en Afrique du Sud après l'apartheid, ou comme il y a eu après la dictature des colonels en Argentine. Il n'y a rien eu. En Espagne, ils n'ont pas été inquiétés du tout, puisque c'est les franquistes eux-mêmes qui ont fait la Constitution et qui ont fait la démocratie, le PSOE et le Parti communiste acceptant en fait tout ce qui a été mis en place par les héritiers de Franco. Donc à la différence des autres pays bourgeois comme l'Allemagne, enfin des bourgeoisies qui ont les manettes de l'État, c'est qu'en Espagne, il n'y a vraiment rien eu. Et en ce moment, ça ressort justement aussi en Espagne. Il y a toute une partie de la population qui dit que ce n'est pas possible. L'enjeu, par exemple, qui pourrait paraître anecdotique sur débaptiser, enlever les restes de Franco du Valle de los Caídos, me paraît, mine de rien, assez important parce que pour la première fois, même si ça reste, comment dire, très, très doux, comme acte législatif, mais pour la première fois, on a la reconnaissance implicite que depuis 1975, rien n'a été fait. Il n'y a eu aucune éviction du personnel politique. Le tribunal d'ordre public franquiste, par exemple, est devenu le tribunal d'audiencia pública, mais en fait, c'est la même structure, avec les mêmes hauts fonctionnaires. Il n'y en a pas un seul qui a bougé. En Italie non plus, oui, c'est vrai. Ça, et je vais dire que là, il a soulevé un truc, le retrait du cadavre de Franco de son mausolée vient dans une crise qui a été générée par la volonté anticoloniale du peuple catalan et qui a fini par faire tomber le PP. Et que les socialos qui devaient se redorer le blason après toute leur compromission, toute leur domestication à la transition, ont voulu marquer par on va sortir Franco de sa tombe 30 ans, 35 ans après la transition. Ça veut dire quoi? C'est du cinéma qu'il nous joue encore. Oui, mais ça libère un espace de parole public, au moins. Tu vois, on est bien d'accord que derrière il y a un enjeu électoral et que Sanchez fait ça pour garder le pouvoir et que ça ne mange pas de pain pour les socialistes de faire cette petite mesurette, comme ils ont fait la ley de memoria histórica en 2004, quand le Zapatero, le socialiste, est au pouvoir en 2004, il a fait une loi qui reconnaît en fait les victimes du franquisme. Et en fait, il leur donnait le droit de pouvoir sortir les morts des fosses communes. Bon, mais on pourra en revenir sur cette loi, mais c'était vraiment une loi qui n'a pas servi à grand-chose dans les grandes lignes. Là, c'est pareil. Mais au moins, ça a l'avantage quand même de libérer une parole dans l'espace public et de parler d'autre chose. À partir de Franco, on dit, tiens, ce monument, c'était le lieu de la brigade politico-sociale à Madrid. Il faudrait aussi faire quelque chose. Je te dis simplement sur la mémoria, la loi de la mémoire. Par exemple, le MIL n'est pas considéré comme des militants politiques. Nous sommes considérés comme des criminels. Quand la commission de la mémoire, de la mémoria a statué, ils ont hésité pour le MIL, pour des condamnés à mort de FRAPP et de ETA, si c'était des militants politiques. Et ils ont confié l'enquête, comme on montrait que c'est tellement absurde, ils ont confié l'enquête à la garde civile. C'est-à-dire la garde civile a enquêté pour savoir si nous étions des militants politiques ou des criminels. Oui, heureusement. Heureusement. Je connais encore des places dans certaines villes espagnoles où il y a la statue de Primo de Rivera. Encore aujourd'hui. Sur la cathédrale de Murcia, il y a une inscription énorme, José Antonio Presente. Ça veut dire un des leaders fascistes, vive ce leader fasciste, qui est gravé dans la pierre de la cathédrale. Et partout, tu as des symboles, le joug et les flèches, dans des églises, sur des mairies encore. Ou même il y a des maires socialistes. Moi je dis, mais comment ça se fait qu'il y a un symbole fasciste là, ou un aigle, l'aigle noir, ou le symbole des phalanges. Oui, mais ça c'est partout en Espagne. Hein. Tu vas dans des villes comme Grenade, parce que j'y ai vécu, ou d'autres grandes villes, tous les HLM ou les banlieues sortir de la ville, il y a tout le temps les faisceaux de la phalange. Hein. Partout, ça n'a pas été enlevé ça.
Et du coup, c'est resté. Et puis pareil, moi je viens d'un petit village en Espagne, en Castille. Il y a une grande plaque, il y a marqué en hommage aux morts de la barbarie marxiste. Personne n'a eu l'idée de l'enlever. C'est comme ça. Voilà.